Bien. Eh ben, donc on va commencer. C'est la thématique de ces conférences qu'on donne pendant les soirées d'observation, c'est les actualités astronomiques du mois. Donc ça peut être des actualités scientifiques, c'est-à-dire des résultats, des observations nouvelles, ou ça peut être la construction d'un nouvel instrument ou un point d'étape d'un instrument donné. Ce soir, ça va être un petit peu les deux. Donc le tout premier, c'est... Ah mais non. J'attends. Voilà. Alors la toute première observation, c'est une observation plus jolie que scientifique, mais elle a son intérêt scientifique. C'est l'image du premier anniversaire du James Webb Space Telescope. Vous avez peut-être entendu parler du James Webb. Alors James Webb, c'est le télescope spatial qui a été envoyé il y a 1 an par une fusée Ariane. C'est un télescope de 6 mètres de diamètre. Donc un télescope de 6 mètres de diamètre dans l'espace. Alors, un télescope, il y a 2 raisons pour lesquelles on fait des télescopes de plus en plus grands. La première, c'est que plus votre télescope est grand, plus le miroir qui collecte la lumière est grand, plus vous êtes capable de voir des objets faibles, donc plus vous êtes capable de voir des objets lointains. Ça, c'est important de faire des télescopes avec un grand diamètre. La deuxième, c'est qu'en théorie, plus un télescope est grand, plus la qualité des images qu'il donne est fine. C'est-à-dire que vous voyez de plus en plus de détails. Et c'est séparé du pouvoir collecteur de lumière. C'est complètement indépendant l'un de l'autre. En théorie, plus un télescope est grand, plus un collecteur de lumière est grand, plus les images sont piquées. En vrai, au sol, cette relation qui lie le diamètre avec la qualité image, elle s'arrête à peu près au bout de quelques dizaines de centimètres. C'est-à-dire que si vous faites, dans les très bons sites, si vous faites un télescope de 30-40 cm, vous voyez mieux qu'avec plus de détails qu'avec un télescope de 10 cm. Mais si vous augmentez le diamètre de votre télescope, vous ne faites pas des images plus fines. La raison en est la turbulence atmosphérique. L'atmosphère, en fait, turbule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une transparence constante en tout point. Et en plus, cette turbulence varie très rapidement, cette transparence. Donc du coup, les images sont abîmées. C'est l'effet que vous avez tous vu un jour ou l'autre, au-dessus d'une route chauffée, vous voyez que ça ondule, c'est de la turbulence atmosphérique. Mais là, c'est de la turbulence atmosphérique macroscopique, vraiment, on n'en est pas là. Mais cet effet existe à beaucoup moindre échelle dans tous les sites. Même les très bons sites, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'une certaine qualité d'image. Alors l'avantage d'envoyer dans l'espace, c'est qu'on s'affranchit de la turbulence, et un télescope de 6 mètres, qui est déjà un bon télescope au sol, hein, aujourd'hui les plus grands télescopes au sol, ils font entre 8 et 10 mètres de diamètre. 6 mètres, ça commence à être un gros télescope. Donc un gros télescope de 6 mètres dans l'espace, c'est une tuerie au point de vue résultat astronomique, on a une qualité extrême. Donc là, l'image qui est donnée, c'est une image d'une zone de formation d'étoiles, ce qu'on appelait une nébuleuse pendant longtemps. Maintenant, on sait que c'est une pépinière d'étoiles, c'est du gaz moléculaire dans lequel se forment des étoiles. Les étoiles, en fait, c'est du gaz qui s'effondre sur lui-même, et en s'effondrant, la masse au centre augmente très fort, jusqu'à ce que les réactions nucléaires au cœur du centre s'amorcent, ça devient une étoile, et autour, vous avez un disque qui se forme, et ça va vous créer des planètes, des systèmes planétaires. C'est la façon dont se forment les étoiles et les systèmes planétaires dans l'univers. Et ça se forme là, dans notre galaxie, c'est des nuages très riches en gaz, du CO, de l'eau, tous les molécules un peu complexes sont présentes là-dedans, et on va fabriquer des étoiles et des planètes. Donc là, vous avez par exemple une étoile ici qui est entourée d'une zone de poussière. Alors je dis tout de suite quelque chose qui est important. On pose souvent la question, est-ce que c'est des vraies couleurs? Alors non, ça, c'est pas des vraies couleurs. La raison pour laquelle, avec le JWST, ça peut pas être des vraies couleurs, c'est que le JWST observe dans l'infrarouge. L'infrarouge, on le voit pas. Donc, comme on ne voit pas l'infrarouge, ce qu'on fait, c'est que, en fonction de la couleur dans l'infrarouge,
on donne une couleur visible pour que l'œil puisse observer. Là, par exemple, vous voyez, il y a des petits codes ici qui sont écrits F200W, F335W, F444W, avec des couleurs différentes. Ça correspond au filtre. Comme quand on fait de l'imagerie visible, on a 3 filtres quand on fait une photo couleur, par exemple, rouge, vert et bleu. Votre téléphone portable, il a des capteurs qui détectent le bleu, le vert, le rouge, et la reconstitution de tout ça vous fabrique les couleurs que votre cerveau interprétera correctement comme des couleurs réelles. Ici, on ne peut pas, donc chacun des filtres, on va lui donner une couleur. Ici, par exemple, le bleu, j'arrive mal à le lire, mais j'ai reporté les courbes ici. Vous voyez, ça, c'est tous les filtres, les courbes des filtres. Donc ça, c'est les longueurs d'onde, les couleurs. Et ça, c'est la transmission. Donc vous avez des filtres étroits qui laissent passer qu'une toute petite gamme de couleurs, des filtres moyennement larges et des filtres très larges. Alors, pour constituer cette image, c'est tout ce que j'ai entouré ici. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Alors, par exemple, celui-là, qui est très rouge au sens infrarouge, donc encore plus infrarouge que les autres, c'est celui qu'on a reporté en rouge ici. C'est toutes ces structures très allongées qui correspondent à de l'hydrogène moléculaire qui est excité par des jets de matière qui sont envoyés par les étoiles en cours de formation. En voilà un, par exemple, c'est un zoom sur cette partie-là. Si on regarde bien, on a là-dedans une zone assez sombre, c'est une zone de poussière très opaque. Parce que tous ces nuages moléculaires sont très riches en poussière. Donc ces poussières ici cachent l'étoile centrale. L'étoile centrale, on l'aperçoit ici. Et on voit que l'étoile a commencé à vider son rayonnement et la matière qu'elle expulse, a commencé à creuser des trous dans le nuage moléculaire et de poussière. Et toute cette zone rouge-là, c'est de la matière éjectée par l'étoile centrale. Alors je vais zoomer encore maintenant cette partie-là pour vous montrer ce que je vous disais, l'étoile centrale qu'on commence à voir émerger et le trou qu'elle a creusé dans le nuage de poussière. Donc tout ça, c'est accessible uniquement dans l'infrarouge. Quand vous observez en visible, la poussière cache tout. L'avantage de l'infrarouge, c'est que ça traverse la poussière en partie, pas complètement. Là, vous voyez, c'est tellement opaque que ça passe pas. Mais s'il n'y a pas trop de poussière, vous voyez à travers, alors que le visible, la lumière est complètement absorbée. Donc l'avantage des gammes infrarouges pour ce genre d'image, c'est qu'on voit vraiment à travers, on voit ce qui se passe dans la pépinière de formation d'étoiles. Alors voilà, ici, un zoom ici, où vous avez une autre étoile, et c'est 2 jets opposés de matière qui vont exciter l'hydrogène neutre. Donc tout ça pour vous dire que cette image, elle est jolie, mais elle est aussi très riche d'informations physiques sur la façon dont se forment les étoiles au sein des nuages moléculaires. Alors, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je voulais vous montrer celle-ci parce qu'elle est jolie. Une chose importante quand même à remarquer, c'est que vous voyez que toutes les étoiles sont entourées d'espèces de rayons comme ça, d'aigrettes. Ces aigrettes ne sont pas réelles. C'est des effets qui sont dus à la diffraction de la lumière par le miroir hexagonal. Quand vous avez un miroir hexagonal, comme c'est le cas là, il fait d'hexagones, vous avez ce qu'on appelle la diffraction, qui fait que le long de ces hexagones, vous avez fabrication d'aigrettes artificielles à cause de la diffraction de la lumière. C'est gênant, mais on ne peut pas faire autrement, donc on vit avec. Alors la deuxième information que je voulais vous montrer, ça parle de grains carbonés dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le gaz que je vous ai montré là, juste avant, c'est une nébuleuse gazeuse de notre galaxie, vraiment la banlieue du Soleil. C'est des tas d'étoiles de la taille du Soleil qui sont en train de se former dans cette nébuleuse. Dedans, il y a plein de gaz moléculaires, il y a plein de poussières carbonées, il y a énormément de carbone, il y a ce qu'on appelle les molécules de PAH, polyaromatical hydrocarbone. Donc c'est des molécules qui se sont formées au fur et à mesure de l'évolution de l'univers. L'univers s'est enrichi progressivement dans les étoiles
d'éléments plus lourds que l'hydrogène. Au départ, il n'y a que de l'hydrogène. Et puis la fusion nucléaire fabrique au cœur des étoiles des éléments de plus en plus lourds. Les étoiles les plus massives explosent, ensemencent l'univers d'éléments plus lourds. Donc le carbone, l'oxygène, etc. sont fabriqués dans les étoiles, sont disséminés dans l'univers. Ce gaz enrichi se recontracte pour refaire des galaxies, des étoiles, pardon. Et petit à petit, vous avez des éléments de plus en plus lourds qui se créent. Donc notre galaxie qu'on observe comme elle est maintenant, parce qu'on est dedans, on l'observe déjà très évoluée avec beaucoup de ces grains carbonés. Si on observe un objet très lointain, on s'attend à ce que ces grains carbonés n'existent pas. Pas encore. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se former. Donc, le JWST, l'image que je vous ai présentée avant, c'est une image d'un objet très lumineux, très voisin. Là, l'image que je vous présente maintenant, c'est une image, au contraire, d'un champ très noir, dans lequel on connaît quasiment rien, et on a posé longtemps, on a fait une longue pause, comme vous faites une longue pause avec votre appareil photo, mais on fait une longue pause avec le télescope, et on voit apparaître des milliers et des milliers de galaxies. On avait déjà fait ça avec le télescope spatial Hubble, on le refait avec un plus gros télescope. Donc tous les points que vous voyez là, tous les objets que vous voyez là sont des galaxies lointaines. Plus ou moins lointaines, hein, parce qu'on voit toutes celles qui sont dans la ligne de visée. Et on peut mesurer leur distance. Je n'explique pas exactement comment, si vous avez des questions, on en parlera plus tard. On connaît la distance de toutes ces galaxies, on peut mesurer la distance de toutes ces galaxies. Et les plus lointaines, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas, justement, de grains de poussière carbonée, comme on en observe proche, parce qu'ils n'ont normalement pas le temps de se former. Or, il y en a une là, on la voit à peine. Si on fait un spectre de la lumière, si on disperse la lumière, on trouve une raie qui est typique de ces grains carbonés. Donc ça pose question. On pense que ça ne peut pas être des molécules très évoluées, comme les PAH, qui n'ont pas eu le temps de se former. Une des hypothèses qui tient la route aujourd'hui, c'est que ce seraient des proto-grains, les premiers grains de carbone qui se créent dans les étoiles massives qui vont exploser et qui sont disséminés dans l'univers sous forme de petits grains de graphite ou de petits grains de diamant. Donc c'est des hypothèses pour le moment, ça va être à confirmer, mais ça a été une surprise d'observer des éléments de ce type-là aussi lointains dans l'univers. Là, typiquement, cette galaxie, on l'observe telle qu'elle était quand l'univers avait 1 milliard d'années. Ce qui est jeune, hein, puisque l'univers aujourd'hui a 13,6 milliards d'années. Donc 1 milliard d'années, c'est vraiment les débuts de l'univers. Ça commence à être les premières galaxies. Donc ça va plus vite que ce qu'on croyait. Je passe. On retourne dans notre système solaire. Ça, c'est une image qui me plaît bien, c'est une actualité récente. Alors, malheureusement, les images les plus intéressantes de Saturne, faites par le JWST, James Webb Space Telescope, elles ne sont pas encore disponibles, parce que les gens qui ont obtenu le temps, il faut que je vous explique comment on obtient du temps sur ces grands télescopes. On fait des demandes, on envoie, elles sont acceptées ou elles ne sont pas acceptées. Si elles sont acceptées, on vous fait vos mesures, on vous les envoie, et pendant 1 an, vous avez la propriété de ces images pour faire une publication. Si au bout d'1 an, vous n'avez pas fait la publication, tant pis pour vous, les données sont remises au public, c'est extrêmement concurrentiel, et les autres scientifiques peuvent y avoir droit. Là, pour le moment, elles ne sont pas accessibles, il n'y en a qu'une qui est accessible, qui est déjà intéressante, c'est pour ça que je veux la montrer, mais les plus profondes, celles où on pourrait découvrir, par exemple, de nouveaux satellites, de nouveaux anneaux, etc., elles ne sont pas disponibles. Donc je ne sais pas s'il y a eu des découvertes de ce type-là dans ces observations. Mais l'image est intéressante. Alors je vais d'abord vous montrer une image, pas faite par le JWST, une image dans la lumière visible, faite par le télescope spatial Hubble, qui observe dans la lumière visible. Donc là, vous connaissez tous, c'est Saturne. C'est Saturne observé avec un télescope spatial, parce que pour observer Saturne avec tout ce niveau de détail, ou bien il faut y aller à côté, et on l'a déjà fait, ou bien il faut observer avec un télescope spatial ou avec un télescope bien corrigé pour voir autant de détails. Et si vous regardez la planète dans l'infrarouge, vous obtenez ça. Alors, ça ressemble, mais vous voyez une différence quand même assez fondamentale, c'est que la planète elle-même est beaucoup plus sombre et les anneaux sont très brillants. La raison pour laquelle la planète est très sombre, c'est que l'atmosphère, la stratosphère de méthane
de la planète absorbe les longueurs d'onde infrarouges. Et je vous rappelle que ça observe dans l'infrarouge. Donc comme elle absorbe, la planète devient beaucoup plus sombre. Alors que les petits disques de glace, eux, émettent très fort dans l'infrarouge et ils sont très lumineux. Donc on observe ici donc, les différents anneaux connus. Donc là, il n'y a rien de nouveau. On observe quelques-uns des satellites bien connus aussi. Donc cette image-là n'a même pas en elle-même des informations nouvelles, mais comme je vous disais, le cycle d'observation dont elle sort peut avoir des découvertes plus intéressantes. Je tenais à vous la montrer quand même. L'information suivante que je vais vous montrer aussi, c'est le suivi d'une mission qui a eu lieu, vous en avez peut-être entendu parler, c'est les Américains ont envoyé un impacteur pour dévier un astéroïde. Vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a 8 mois, 10 mois. On a envoyé une sonde pour aller se cracher à très grande vitesse sur un astéroïde pour vérifier si on serait capable, en cas d'arrivée d'un astéroïde dangereux, de le dévier de sa trajectoire pour plus qu'il vienne collisionner la Terre s'il était dans cette direction. Alors, le test n'a pas été de dévier un astéroïde, parce qu'on ne sait pas encore comment ça marche exactement, donc la prudence a voulu qu'on prenne un astéroïde qui a un petit astéroïde en orbite autour de lui. Donc, et c'est sur le petit qu'on a balancé la sonde, et l'idée c'était de voir si l'orbite de l'astéroïde en rotation autour était déviée et de combien. Ça nous permet de savoir quelle quantité d'énergie on a vraiment donné à l'astéroïde. C'est vraiment une toute première expérience de collision. Elle a parfaitement réussi. Donc la collision s'est passée. Alors ça c'est une imagerie. Alors ça c'est la distance. Là on s'approche de plus en plus. Et ça c'est des gros plans. Ça c'est l'ensemble, le système double. Donc le système double vu à 90 000 km, le système double vu à 27 000 km, à 18 000 km, et là à 934 km. Donc là vous voyez le gros astéroïde, c'est Didymos, et le petit sur lequel on va se cracher, qui s'appelle Dimorphos. Là c'est un gros plan sur Didymos, le gros, donc de loin et de près, et un gros plan, donc sur Dimorphos, quand on était trop loin on ne la voyait pas. Là on commence à la voir, on la voit, et là on commence à voir vraiment des détails. Donc voilà, ça c'est des images obtenues par la sonde qui s'approche. Et voilà le film de la collision. Alors la collision on ne va pas la voir parce que la caméra elle se casse. Et hop, 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 et bim. Donc voilà l'arrivée de la sonde. Et au dernier moment, la dernière image, les instruments se sont cassés au moment de la transmission. Donc il n'y a qu'une petite partie de l'image qui a été transmise. Vous voyez, à la toute fin, on commence à voir des rochers sur la surface. Ces rochers, ils font typiquement 1 à 6 mètres de dimension. Ce ne sont pas des gros rochers, mais ils sont là, c'est important. Donc voilà, ça représente c'est pas l'ombre, hein, c'est la silhouette de la sonde reportée sur la surface là où il s'est craché. Vous voyez tous ces gros cailloux. Et ce qu'a fait le Hubble Telescope, c'est qu'il y a quelques mois, il a pointé sur l'astéroïde pour voir ce qu'on voyait maintenant. Alors on savait déjà qu'il y avait une queue de poussière qui s'était déployée, qu'on appelle une queue antisolaire, parce que toute cette matière éjectée, elle est repoussée par les vents solaires, comme les comètes. Quand vous voyez une comète, en fait, vous voyez une grande queue. Cette queue, en fait, elle est opposée au Soleil. Parce que c'est le vent solaire qui expulse du matériel et qui fait donc cette queue. Elle est toujours, en fait, c'est pas une queue qui est due au mouvement de la comète, c'est une queue qui est vraiment due à l'impact du vent solaire sur le gaz de la comète. Et toute cette espèce d'environnement gazeux et poussiéreux qui a été créé par l'impact est repoussé par les vents solaires. Alors là, je vous montre d'abord cette vue. Ça, c'est une vue qui a été faite depuis la Terre au moment de l'impact. Boum, on voit la poussière qui a été éjectée. Donc on va la repasser. Donc ça, c'est l'astéroïde. Et hop, et on voit le nuage. Ça, l'impact a eu lieu à peu près par ici. Donc on a vu vraiment l'effet de l'impact. Et voilà l'image du HST, du Hubble Space Telescope. Donc l'astéroïde est là.
Alors, vous ne faites pas attention au pic, là, c'est toujours pareil, c'est instrumental. Par contre, cette queue-là, elle est bien réelle, c'est la queue antisolaire. Et si vous regardez bien, vous voyez plein de petits points. Et ça, c'est une découverte qui vient d'être faite par le Space Telescope. Je les entoure là. Tous ces petits points, c'est des cailloux. C'est des cailloux qui ont été éjectés de l'astéroïde et qui s'éloignent progressivement de l'astéroïde. Ces cailloux, dans ce cas-là, ils font 1 mètre à 6 mètres. C'était ceux qu'on voyait à la surface de l'astéroïde avant l'impact. Et ça fait poser des questions sur une des craintes qu'on avait sur ce genre de méthode, c'est faire un amas d'astéroïdes qui serait plus du tout contrôlable. Alors là, pour le moment, si ça reste des objets de cette taille, un caillou de 6 mètres qui tombe dans l'atmosphère terrestre, il est brûlé, il n'y a pas de problème. Mais si on envoyait quelque chose de plus énergétique et qu'on cassait des objets plus gros, ça peut être problématique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être suivi. Et en tout cas, ça informe énormément sur la composition de l'astéroïde lui-même. Alors il faut savoir qu'il y a une autre sonde qui a été envoyée par les Européens cette fois, qui s'appelle Hera, qui va arriver, je crois, en 2026, pour voir l'état de l'astéroïde maintenant après l'impact. Donc dans quelques années, dans pas longtemps maintenant, on va avoir des images de l'astéroïde. Qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment? Bien. Alors je crois que c'était le dernier résultat astrophysique. Ah non, il y a un autre résultat astrophysique que j'ai trouvé bien intéressant ce mois. C'est une image qui a été obtenue maintenant encore dans un domaine de longueur d'onde de couleur complètement différent. C'est plus de l'infrarouge, c'est plus du visible, c'est des ondes radio, des micro-ondes en fait, des ondes ce qu'on appelle submillimétriques, qui nous permettent de voir l'émission des molécules. Les molécules émettent très fortement dans ces gammes de longueur d'onde. Donc le CO, OH, donc toutes ces molécules émettent fortement. Or, dans les disques de formation des planètes, il y a beaucoup de molécules. Donc on s'attend à voir beaucoup de détails dans ces longueurs d'onde. Or, depuis quelques années, une collaboration internationale a construit au Chili un système d'antennes radio qui occupe 16 km de distance. Donc plus la distance est grande, c'est comme un miroir télescope. Plus il est grand, plus on voit de détails. Là, c'est les antennes, plus elles sont éloignées les unes des autres, plus on voit de détails dans l'objet. Donc là, on est allé jusqu'à 16 km de distance. Donc on a beaucoup d'antennes réparties en réseau, et en les combinant, on arrive à obtenir des images. Et ça, c'est l'image d'un disque de formation de planètes autour d'une étoile. Donc l'étoile, elle est quelque part par là. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs points, ici, qui sont des planètes en cours de formation. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y en a 2, ici, qui sont exactement sur la même orbite. Alors, c'était une question qu'on se posait, c'était est-ce qu'il est possible que 2 planètes puissent coexister sur la même orbite? Il semble bien que oui. Alors, ça va demander confirmation, parce qu'il faut voir si, dans le temps, la combinaison reste stable. Mais pour le moment, il semble bien qu'il y ait effectivement ces 2 planètes sur une orbite. Alors, ces images-là, si vous cherchez sur Internet disque protoplanétaire, vous allez en voir plein. Maintenant, on a des images, des pléthores d'images de disques de planètes en cours de formation, parce que grâce à ce radiotélescope, qui amène une moisson depuis 5 ans, entre 5 et 10 ans, on a vraiment des images extraordinaires de systèmes planétaires en cours de formation. Ça, c'est une des grandes nouveautés de l'astrophysique de notre temps. Bien. Alors, la dernière information sur laquelle je veux m'attarder, c'est plus vraiment une information astrophysique, c'est un état des lieux d'un instrument nouveau qui va être le plus grand télescope du monde, qui est arrivé à à mi-chemin de sa construction. Donc nous qui l'attendons avec impatience, on se dit que ça y est, on s'approche. Alors je vais vous parler de l'ELT. Donc ELT, ça veut dire Extremely Large Telescope. Il faut savoir que la génération d'avant, c'est un télescope européen. La dernière génération des télescopes européens s'appelait VLT, qui veut dire Very Large Telescope. Donc très grand télescope. Le prochain s'appellera Extrêmement Grand Télescope. Donc, pas très imaginatif, mais bon, c'est comme ça.
Alors voilà une vue d'artiste pour le moment de ce que sera l'ELT. Donc c'est sur une montagne du désert d'Atacama, pas très loin des VLT, pour profiter de toutes les infrastructures qui sont déjà construites. Alors la première partie, ça a été d'araser un grand plateau pour pouvoir construire les fondations. Et maintenant, il faut construire tout l'engin qui est dessus. Et c'est justement, on va parler de l'état des lieux, d'où on en est sur cet instrument. Alors ça, c'est un zoom, toujours vu d'artiste, hein, sur la structure. Et on voit, au fond, le miroir primaire. Donc si vous regardez bien le miroir primaire, il est composé de tas de petits hexagones. Donc chaque hexagone fait une partie de la courbe du miroir primaire. Le miroir primaire fera 39 mètres de diamètre, donc presque 40 mètres de diamètre, sachant que les plus grands télescopes aujourd'hui font 10 mètres de diamètre. Donc 40 mètres de diamètre, ça veut dire qu'on multiplie par 4 le diamètre, mais on multiplie par 16 la surface. Donc au point de vue surface collectrice, c'est presque un facteur 20. Donc on va voir beaucoup plus loin avec un appareil comme celui-là. Pour vous donner une idée de la taille, donc ça, c'est les VLT actuels. C'est une image d'artiste, hein, ils ne sont pas à côté comme ça. L'Arc de Triomphe par comparaison, et voilà la taille de la coupole de l'ELT, qui fera 80 mètres de haut. Voilà où on en est. Donc l'infrastructure commence à être quasiment terminée. Les superstructures sont en train d'être montées. Voilà une vue de drone du chantier. Alors, il y a des webcams hein, sur le site de l'ESO. L'ESO, c'est European Southern Observatory, ça veut dire Observatoire Austral-Européen. C'est l'organisation européenne qui gère l'astronomie européenne dans son ensemble et qui gère tous ces grands télescopes. Alors, ça, c'était la partie bâtiment, mais il faut parler aussi de la partie optique. La partie optique, c'est une partie optique, elle est très très compliquée. Usuellement, vous allez voir tout à l'heure un télescope de 1 mètre de diamètre, il y a 2 miroirs, un miroir primaire, un miroir secondaire. Ici, il y a 5 miroirs. Le premier, donc, c'est le premier miroir, le miroir primaire, c'est le grand qu'on voit là, concave, qui fait donc 39 mètres de diamètre. C'est en fait 798 segments de 1,45 m chacun, qui sont posés bout à bout les uns les autres. Donc il va falloir aligner ces 798 miroirs. Il y a un miroir secondaire qui lui-même fait 4,20 m de diamètre. Quand j'ai commencé l'astronomie, c'était la taille des plus grands télescopes, hein, 4,20 m. Donc vous imaginez, maintenant c'est la taille d'un secondaire. Le secondaire renvoie l'image sur un tertiaire qui est ici. Alors la raison pour laquelle il n'y a pas 2 miroirs, mais 3 miroirs pour faire la combinaison optique, c'est parce que quand on fait ces grands télescopes et qu'on veut avoir une bonne qualité d'image sur un champ assez grand, la combinaison optique est fatalement plus complexe. Donc il faut 2 miroirs ne suffisent pas, il y a 3 miroirs. Donc celui-ci est concave, celui-ci est convexe, celui-ci est convexe. Ce troisième miroir renvoie la lumière sur un miroir, un quatrième qui fait 2,40 m, qui lui est un miroir déformable. On va expliquer pourquoi on met ce miroir déformable. Et on a un dernier miroir ici, qui est le miroir M5, qui fait aussi à peu près 2 mètres de diamètre, qui lui n'est pas déformable, mais qui peut osciller sur toutes ces directions. C'est ce qu'on appelle un miroir de type tilt, c'est-à-dire qu'il corrige les déplacements de l'image qui peuvent être dus à des problèmes atmosphériques, ce qu'on appelle le type tilt atmosphérique, ou bien aux oscillations du télescope lui-même, qui peut vibrer, et donc on corrige avec ce dernier miroir ces oscillations, et tout ça arrive sur ce qu'on appelle la plateforme scientifique, et c'est là qu'on va monter les instruments qui vont analyser la lumière donnée par le télescope. Alors voilà, on va passer miroir après miroir. Donc ça, c'est le coulage du verre d'un des segments du miroir primaire. Alors c'est fait par la société Schott, qui est une société allemande, qui ont une expérience énorme et très ancienne dans la fabrication de ce qu'on appelle les blancs, donc les lames de verre, avant de les polir, qui doivent être d'un verre très pur, avec le moins d'irrégularité possible, parce que sinon, quand vous polissez, vous risquez de faire apparaître des trous, des choses comme ça. Il faut que ce soit un verre parfaitement homogène. Ils sont très forts pour ça, et c'est eux qui vont couler tous les miroirs
de l'ELT. Donc voilà le miroir refroidi. Il est d'abord circulaire. Hein. On va le découper selon les pointillés. Donc là, c'est un bonhomme qui pourrait être à côté. Après, chacun des miroirs va être poli et aluminé. Parce qu'il faut une couche réfléchissante, parce que le verre, c'est transparent. Donc si vous ne mettez pas une couche réfléchissante d'aluminium, vous n'avez pas de réflexion. Donc ça ne se fait pas en Allemagne. Ça se fait dans 2 usines françaises d'une société qui s'appelle Safran Reosk. Alors Safran, vous avez peut-être entendu parler, ils ont beaucoup d'activités militaires. Reosk ont été rachetés, donc maintenant c'est Safran Reosk, qui sont spécialistes dans le polissage des miroirs. Donc ça, c'est un des segments, poli et aluminé. Là, maintenant, on arrive au M2, donc sortie de polissage, de fonte. Ça, c'est chez Schott. Donc le miroir concave, le deuxième miroir, le miroir secondaire. Le miroir tertiaire, ici, qui est aussi légèrement concave, sorti, il commence à être poli, là. Et là, j'arrive à un des miroirs fondamentaux de l'ELT, c'est le M4, le 4e miroir, qui est un miroir déformable. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que plus un télescope est grand, plus sa qualité d'image est fine. Sauf que l'atmosphère abîme l'onde lumineuse, et du coup, vous avez une tâche image qui est trop large par rapport à ce qu'elle devrait être. L'idée, c'est de dire, ce front d'onde qui a été abîmé, on va essayer de le redresser avec un miroir qu'on insère dans le schéma optique, et ce miroir vibrera en opposition de phase avec la déformation atmosphérique. C'est-à-dire que si l'atmosphère, je simplifie, hein, ça n'existe jamais comme ça, transforme une belle onde plane lumineuse comme ça, la transforme comme ça, fait une marche. Et bien on va mettre un miroir qui réfléchit celui-ci plus tard que celui-là, et hop, on va reconstituer l'onde lumineuse. Donc là, ce serait juste une marche d'escalier, c'est jamais ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la belle onde plane, elle est toute ondulée, et on va faire une ondulation dans l'autre sens pour pouvoir faire la correction. Le problème, c'est que cette correction, elle a une toute petite échelle, donc il faut que le miroir soit déformable avec beaucoup de ce qu'on appelle les actuateurs. Les actuateurs, c'est ceux qui déforment localement, c'est les petits mécanismes qui déforment localement le miroir. Il faut que le miroir soit très fin. Alors le miroir, il fait 1 mm d'épaisseur, et on veut le déformer de quelques microns. Donc voilà le miroir et sa monture. Et il faut aussi savoir que la turbulence, elle change la forme du front d'onde 1000 fois par seconde. Donc il faut que tous les millièmes de seconde, on rechange la forme. Autre point important, c'est qu'il faut connaître la forme du front d'onde. Or, a priori, on ne la connaît pas à l'avance. Donc il faut avoir une source de référence dont on connaît la luminosité, la forme, on sait que c'est un point, et on la mesure. Donc il y a une boucle qui mesure ce point lumineux, qui mesure la déformation de l'onde, qui envoie l'ordre au miroir, qui se déforme, et tout ça 1000 fois par seconde. Et le miroir déformable, ici, il fait 2 mètres de diamètre. Donc 2 mètres de diamètre, avec des tas de petits vérins derrière qui déforment, c'est vraiment un challenge à fabriquer, à commander et à faire suivre. Donc voilà un gros plan. Alors ça, c'est une vue d'artiste. Hein. C'est une vue synthétique, il n'est pas encore construit complètement. Encore une autre vue. Ça, c'est les gens de chez Schott qui ont taillé le verre de départ. Alors quand il sort de chez Schott, il est épais de 35 mm, et c'est Reosk qui vont le tailler jusqu'à en faire une membrane très fine qui coupe en pétales. En fait, ça c'est un des pétales, il est coupé en 6, parce que pour des raisons de fabrication que je connais pas. Et chacun, après, va être installé dans la structure finale. Donc ça, c'est la grosse structure qui va accueillir le miroir déformable. Et chaque trou contiendra une des commandes de déformation. Alors la commande de déformation, à l'arrière du miroir, on colle des mécanismes, des touches aimantées. Et c'est un champ électromagnétique qui va faire déformer la membrane, comme une membrane d'un haut-parleur.
qui est déformé, qui est déplacé par une onde électromagnétique dans l'enceinte. C'est un peu le même genre de choses, à part que c'est plus détaillé. Il faut vraiment commander chaque point de la membrane. Et ça, c'est le dernier miroir, donc le M5, celui qui va vibrer pour corriger le tip tilt, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez toute la quantité d'optique et puis de mécanique, bien sûr, qu'il va falloir finir de construire pour finaliser cet instrument. Alors là, le dernier point que je voulais aborder, c'est la source de référence. Pour observer, pour corriger la turbulence atmosphérique, il faut connaître la façon dont elle a été déformée. Or, on n'a pas toujours, à côté de l'objet qu'on observe, qui est souvent très faible, une étoile lumineuse qui nous permettrait de savoir comment a été déformé le front d'onde. Mais quand on n'a pas d'étoile lumineuse sous la main, on en fabrique une. Il y a des faisceaux laser, il y en a 8 pour le LT, qui vont aller exciter à 90 km d'altitude une couche de sodium. Il y a du sodium qui est issu de météorites qui sont tombées sur la Terre, donc il y a une couche de sodium qu'on excite. Donc les atomes de sodium sont excités, ils se désexcitent, et en se désexcitant, ils émettent des photons. Et cette source est ponctuelle. Donc ce point, on va regarder comment, en retraversant l'atmosphère, l'onde qui en provient est déformée, et ça sera notre référence. Alors pourquoi est-ce qu'on en lance plein? Parce que quand le miroir est grand, l'atmosphère, elle ne se déforme pas de la même façon d'un côté du miroir que de l'autre. Donc il faut vraiment sonder toute la couche d'atmosphère, qui est tout le cylindre d'atmosphère qui est au-dessus du télescope. Donc il faut plusieurs étoiles laser. Alors j'ai montré, alors évidemment on n'a pas l'équivalent pour le moment on n'a pas d'image de l'étoile artificielle du ELT, mais par contre on a celle d'un télescope américain qui s'appelle Gemini. Et vous voyez, eux, ils ont 5 lasers, et ça, les 5 petits points là-haut, c'est les points lumineux qui ont été fabriqués en haute altitude. Et c'est en suivant l'évolution de l'onde de chacun de ces points lumineux qu'on va être capable de reconstruire la déformation de l'atmosphère, donner l'ordre à notre miroir, et ça 1000 fois par seconde, et on sera capable de retrouver la qualité d'image du télescope de 40 mètres. Donc c'est acrobatique, mais ça permet de tirer vraiment toutes les propriétés d'un télescope de cette taille-là. Et une dernière image que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, c'est que ça va consommer beaucoup d'énergie, mais l'avantage, c'est que c'est le désert d'Atacama, et comme il y a beaucoup de nuits claires, il y a aussi beaucoup de journées claires, et a été construit à côté du télescope une centrale solaire. Et c'est la centrale solaire qui va alimenter en énergie essentiellement le LT, qui sera donc quasiment autonome en termes d'énergie. Donc voilà, à gros traits, le chantier de l'ELT qui est à mi-chemin de sa fabrication. Alors mi-chemin pas en temps, hein, heureusement, parce qu'il a commencé en 2014 et normalement il doit être livré en 2028, mais en quantité de choses à construire, c'est à 50%. Le désert de Atacama, c'est dans la cordillère des Andes au Chili. Et voilà. Donc si vous avez des questions, oui. L'ELT, c'est comme James Webb pour y avoir accès ou c'est différent? Ah oui, pour l'accès, ah ben c'est comme tous les grands télescopes des grandes organisations. Vous pouvez avoir accès. Alors, c'est prioritaire, ça sera prioritaire aux Européens. Et comme les télescopes américains ne sont pas en priorité pour les Américains, mais le processus est le même. Des demandes de temps tous les 6 mois, un panel de chercheurs qui change régulièrement, qui examine les demandes. Il y a une très forte pression. Typiquement, il y a une demande sur entre 5 et 10 plutôt, pour les très grands télescopes, qui est acceptée. Et quand elle est acceptée, vous savez que l'observation sera faite. Quand elle est faite, on vous l'envoie et vous avez 1 an pour rédiger le papier. Oui. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Trop cher pour vous. Non, ça coûte le LT lui-même, le budget total qui a été bouclé, c'est $1 milliard.
d'euros. C'est pareil. Oui. Le temps d'étude. Le temps d'étude. Par exemple, justement, le temps d'accès à ce télescope. Je ne comprends pas quel temps. Par exemple, si moi j'ai envie d'une image, Oui. le temps d'une image, Ah ben ça dépend. location, Tout dépend du programme. Ça peut être, vous pouvez avoir, si vous observez un objet proche, ça peut être des temps très courts. Si c'est un objet lointain, ça peut être des heures et des heures de pause. Donc tout dépend du programme. Et puis après, le temps de prise de vue, c'est dans les 6 mois qui suivent avant le prochain proposal. Donc vous savez que dans l'année, votre prise de vue sera faite. Mais ça c'est cher. Ça c'est cher. Ça après c'est l'entretien. Pour l'observateur, c'est gratuit. Du moment où vous faites partie d'une collectivité qui a financé le télescope, vous avez accès gratuitement au temps. Alors, ça, c'est quand on passe par le mode standard. Quand on fabrique des instruments, il se trouve que nous, ici, on a une forte composante instrumentale. On a fabriqué et on a mis sur le ciel, sur le VLT, donc le télescope, le grand télescope d'aujourd'hui, un instrument qui s'appelle MUSE, qui a été construit par un consortium européen, dirigé par le CRAL ici. Il a été intégré ici, il a été conçu en grande partie ici, et quand on va l'installer, on est payé par l'ESO, donc par l'organisation, pas en argent, mais on est payé en 8 télescopes. Donc quand on a construit cet instrument-là, le consortium européen qui a fait cet instrument a gagné 255 nuits de télescopes, qui n'a pas besoin de passer par le panel de juges, ce qui est énorme. Alors c'est quand même pas facile d'obtenir du temps, parce qu'au sein du consortium, c'est un peu la guerre pour savoir qui va observer quoi, mais ça reste entre amis. Et vous pourrez passer ces bâtiments bleu clair sur votre plan, le hall d'intégration, vous pouvez voir justement où a été construit MUSE et où il y a d'autres projets en ce moment, comme Harmonie qui... Voilà. Alors, en ce moment, maintenant, on est parti sur une autre... on ne dirige pas le consortium cette fois, mais on fait partie d'un autre consortium qui va construire un instrument du même type que MUSE, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais pour l'infrarouge, et qui sera installé sur le LT. Donc, les études ont largement commencé. Oui. Quelles sont les avancées attendues par le LT par rapport à James Webb en termes de résolution ou en termes de puissance? En termes de puissance, c'est le rapport des surfaces. Donc le rapport des surfaces de télescope, entre 40 mètres, la surface c'est 40 mètres au carré. Donc vous comparez 40 au carré avec 6 au carré. Même Ça pour la surface, c'est ça. Après, pour la qualité d'image, c'est en fonction de la dimension. Si vous comparez 6 à 40. Et encore, si on arrive vraiment, si l'optique adaptative est capable de remonter à toute la résolution. L'optique adaptative, elle n'est pas parfaite, donc elle ne retrouve pas forcément tout le contraste. Elle retrouve la qualité d'image, mais avec un peu moins de contraste que dans l'espace. C'est toujours mieux dans l'espace. Mais un 40 mètres bien corrigé par l'optique adaptative, ça va être très 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 compétitif. Alors après, ce qu'on va découvrir avec, on ne sait pas si on ne le construirait pas. Donc il y a des idées. On va essayer d'observer plus en détail les galaxies très lointaines. On va essayer d'observer plus en détail les planètes autour d'autres étoiles. Il y a quelques voies dans lesquelles on est sûr qu'il va y avoir des avancées énormes. Est-ce qu'avec un télescope, on peut voir la composition des planètes, s'il y a de l'eau ou juste des images? Oui. Alors des images, non. Alors les planètes, ça dépend. Les planètes, si c'est les nôtres du système solaire, oui. Mais si c'est les planètes autour d'autres étoiles, on peut les détecter, mais on n'est pas encore capable de voir leur surface. On voit des points, dans le meilleur des cas. Des fois, on ne voit rien, on voit juste l'influence de la planète sur son étoile. Mais les images d'étoiles, de planètes autour d'étoiles, ça sera encore une nouvelle génération d'instruments. Pas tout d'un coup, faut en laisser pour les jeunes.